Les mangas sont très populaires depuis de nombreuses années, et c'est naturel que des fans à travers le monde soient inspirés pour en faire leur métier. Mais le contraire existe aussi, et cette passion est réciproque avec des Japonais qui aspirent à faire carrière dans la bande dessinée occidentale, notamment aux États-Unis. Bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale qui va parler de comics et de mangas. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Aitra. Vous n'avez plus besoin de le faire parce que je vais le rechercher pour vous. On en parle très peu, mais le Japon, pays du manga, a aussi une histoire passionnante avec les comics américains. Dans cette vidéo, je vous propose de plonger au cœur de cette culture moins connue du Japon et je vous présenterai notamment une dessinatrice japonaise qui a décidé de faire le grand saut pour réaliser son rêve. Tout d'abord, un grand merci à tous pour votre soutien. Ça fait chaud au cœur de voir autant de passionnés. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si vous avez des séries préférées ou des questions, balancez-les. Je suis toujours à l'écoute. D'ailleurs, certains d'entre vous ont évoqué des OST cultes comme Bubblegum Crisis, Maison Ikoku ou encore Hokuto no Ken. Bonne nouvelle, ces thèmes sont déjà sur ma liste pour 2025. Et vu votre intérêt, je consacrerai plus de temps pour les recherches musicales. Mon but est de vous proposer des vidéos avec un maximum d'informations tout en restant concis. Maintenant que c'est dit, attaquons le sujet. Je vais vous présenter les principales différences entre le processus éditorial d'un manga au Japon et d'un comic book aux États-Unis. Gardez à l'esprit que la réalité est beaucoup plus complexe, mais cette comparaison simplifiée va vous aider à mieux comprendre les caractéristiques de chaque système avec leurs avantages et inconvénients. Au Japon, les contrats d'édition de manga sont souvent plus favorables aux dessinateurs qu'aux États-Unis. En général, les droits sur les personnages et les histoires restent la propriété de leurs créateurs. Cette pratique encourage la créativité et favorise un climat de confiance entre l'éditeur et l'auteur. Aux États-Unis, en particulier dans les grandes maisons d'édition comme Marvel et DC Comics, la propriété intellectuelle des personnages et des univers est généralement détenue par l'éditeur. Cela signifie que les auteurs, même les plus célèbres, sont souvent considérés comme des salariés, travaillant sur une œuvre qui ne leur appartient pas. Ils sont chargés de faire évoluer les histoires en respectant les directives éditoriales. À première vue, le système japonais offre une grande liberté créative aux auteurs. Sauf que cette approche possède aussi des risques. Si une série est arrêtée par manque de vente ou pour des raisons personnelles de l'auteur, il n'y a généralement pas de possibilité de la reprendre. Pour faire simple, ça signifie que l'œuvre et ses personnages sont intimement liés au destin de leur créateur. Le manga Berserk est un exemple à part. L'auteur, Kentaro Miura, est décédé en 2021 et le manga est officiellement arrêté. Mais en 2022, l'éditeur annonce que Koji Mori, un confrère et aussi ami d'enfance de Miura, va reprendre le flambeau. C'est très rare. Dans l'univers des comics, les personnages sont des propriétés intellectuelles dont les éditeurs sont les gardiens. Cette approche permet de garantir la longévité des séries, parce qu'il y a plusieurs artistes qui vont travailler ensemble. Mais elle peut aussi mener à une exploitation excessive des personnages et aussi à une perte de cohérence narrative avec un scénario qui part dans tous les sens. N'est-ce pas Marvel? En plus, le passage fréquent d'un dessinateur à un autre entraîne souvent des changements de style graphique qui peuvent déstabiliser les lecteurs. Pour finir avec ça, le modèle traditionnel japonais qui privilégie l'attachement à un seul auteur semble aussi évoluer. Les succès commerciaux de séries comme Dragon Ball, Naruto, One Piece et d'autres séries ont poussé les éditeurs japonais à multiplier les spin-offs qui sont confiés à différents artistes. Contrairement aux mangas qui sont souvent prépubliés dans des magazines avant d'être assemblés en tomes, les comics suivent un modèle de publication différent.
Les chapitres sont directement mis en vente en tant que fascicules individuels, avant d'être compilés en recueil. Pour stimuler les ventes de ces fascicules, surtout auprès des collectionneurs, les éditeurs proposent régulièrement des éditions spéciales, avec des couvertures alternatives appelées variantes, comme c'est le cas ici pour le chapitre 17 de X-Force avec la version ensanglantée de X-23. Superbe! Les fans de comics au Japon ont aussi leur convention annuelle appelée Tokyo Comic Con. Cet événement a lieu généralement en fin d'année dans la ville de Chiba, à Tokyo. Et comme pour tous les Comic Con, cette convention est inspirée par le modèle de San Diego, avec des rencontres avec des célébrités, comme les acteurs de séries, de films ou les réalisateurs. Il y a aussi des séances de dédicaces, des interviews et même des projections de bonnes annonces inédites. Il y a aussi les traditionnelles expositions de produits dérivés, comme des figurines et bien d'autres événements en lien avec les univers présentés. Mais voilà, la spécificité japonaise est que les ventes de doujinshi inspirés par les personnages de Marvel, DC Comics ou autres sont tolérées. Cette tradition des parodies qui ont été héritées du Comiket s'est transmise au Tokyo Comic Con. Et parmi les doujinshi les plus populaires, il y a le couple X-23 et Jubilee, qui a de très nombreux fans au Japon. Vous voulez savoir pourquoi? La réponse arrive tout de suite. Pour comprendre l'affection des fans japonais pour les deux personnages féminins de Marvel, et plus particulièrement de X-23, nous allons nous intéresser à la dessinatrice Sana Takeda. Cette japonaise est connue pour avoir co-créé avec Marjorie Liu la série Monstress en 2015. Le public a été charmé par la patte graphique unique du dessinatrice qui mélange le manga, notamment pour les expressions faciales, et la BD. Mais il y a aussi l'écriture des personnages et l'univers fantastique de cette série qui est très bien raconté. Le résultat a été que Monstress sera édité en français en 2017 et recevra en 2018 de nombreux prix internationaux. Mais voilà encore, ce que peu de personnes savent, c'est que ce duo de talents a déjà collaboré en 2010 sur la série X-23 pour Marvel Comics. Je vous avais expliqué que les maisons d'édition américaines aiment confier les personnages de leur licence à différents artistes pour faire vivre leur univers. Et bien sûr, 3 petits chapitres qui devaient être du remplissage, Sana Takeda et Marjorie Liu vont sublimer le personnage de X-23. Je ne vais pas vous faire le résumé complet de X-23 que j'ai découvert pour la première fois dans X-Men Evolution. Mais ce personnage possède l'une des meilleures écritures dans la catégorie sombre et mature. Parmi les passages marquants, elle a notamment tué sa mère biologique dans une rage et va aussi se prostituer pour survivre. Marvel, avec le personnage de X-23, avait de quoi faire, et pourtant, même s'il y a eu du bon, la plupart des essais ont été gâchés. Sur certaines histoires, on aurait cru lire du Dark Sasuke féminin. Je reviens sur le duo Takeda et Liu. En à peine 3 petits chapitres, les deux artistes vont réconcilier les fans de Marvel avec le personnage de X-23 et attirer en même temps le regard des fans japonais de comics. Les deux artistes vont rendre le personnage de X-23 beaucoup plus humain avec des moments de faiblesse émotionnelle. On retrouve aussi les personnages de Gambit, qui est plus qu'un playboy, et aussi Wolverine, qui a vraiment un rôle de mentor. Le problème, c'est que ce sont deux adultes qui essayent de parler avec une adolescente. Et c'est là que le personnage de Jubilee intervient. Si X-23 est prisonnière de son passé, Jubilee est prisonnière de son corps. À cause d'un événement, ce personnage qui est de type joyeux et qui adore la vie est devenu un vampire. Elle possède donc les pouvoirs mais aussi les limites de ces créatures de la nuit. Et comme tout ce qui s'oppose s'attire, les deux jeunes filles vont être très appréciées par les fans japonais. De mon avis, je pense que si Marvel avait accordé plus de chapitres, l'histoire aurait été plus développée. Les auteurs ont fait avec ce qu'elles pouvaient avec 3 chapitres, et c'est déjà très bien. Comme raccourci scénaristique, X-23 va laisser Jubilee goûter un peu de son sang, pour expliquer les crimes qui l'ont tourmenté. Jubilee va aussi essayer de sortir X-23 de sa dépression, en allant faire du shopping nocturne et lui faire essayer des habits plus féminins. Et ça, c'est ce que nous retrouvons beaucoup dans les codes du manga.
Bref, cette collaboration éclair a été un véritable tremplin pour Sana Takeda et Marjorie Liu, leur permettant de démontrer tout leur potentiel créatif et de préparer le terrain pour Monstress. Pour la petite histoire, certaines idées qui n'avaient pas pu être mises vont être utilisées dans Monstress. Vous voulez une preuve de la popularité de X-23 auprès du public japonais? Après la publication des 3 chapitres réalisés par Sana Takeda et Marjorie Liu en 2010, le personnage est inclus dans le jeu de combat Marvel vs Capcom 3 en 2011, avec en plus un thème chanté. Toute cette attention témoigne indiscutablement de l'engouement suscité par le personnage de X-23. Si vous voulez rechercher des doujinshi, tranches de vie ou yuri, réalisés par des cercles japonais pour votre culture personnelle, n'utilisez pas le nom occidental X-23, mais plutôt le nom japonais Exu Niju San. Le résultat sera meilleur, c'est garanti. Cette vidéo, qui est un mix entre le podcast et la vidéo classique, avait pour but d'explorer plusieurs facettes d'un sujet complexe. Ici, j'ai pu aborder la différence éditoriale entre le manga et les comics, mis en lumière un personnage emblématique et aussi rendu hommage à ses créatrices. Qu'en pensez-vous de ce format hybride? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous appréciez ce genre de contenu, je pourrais en proposer plus régulièrement entre les vidéos plus traditionnelles. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous proposer un maximum d'informations tout en restant concis. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur un dossier complet sur Dan Cougar, la version non censurée et la fin qui n'a jamais été diffusée à la télévision française. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous, c'est très important.